Donc, on a vu toutes les fonctions de base qu'on va étudier. Dans les années passées, vous aviez déjà vu la parabole. On a vu c'est quoi maintenant une hyperbole et on a aussi vu c'est quoi une réciproque de branche de parabole. Maintenant, sur n'importe quelle fonction, dont ces trois-là, ou n'importe quelle autre fonction différente, on peut décrire les transformations en ayant cherché la valeur de chacun des 4 paramètres transformatifs qu'on voit dans l'équation écrite ci-dessous. Donc, si on regarde, on a le paramètre A, le paramètre C, le paramètre H et le paramètre K. Chacun de ces paramètres-là ont une position particulière dans l'équation. Et c'est cette position particulière-là qui fait en sorte qu'ils sont associés à une transformation spécifique. Remarquez que le A est en multiplication devant tout ce qui définit la fonction. On voit aussi le F comme variable dans l'équation ici. Remarquez que le F représente l'équation de la fonction de départ qu'on utilise. Donc, par exemple, si mon f de x était un x carré, comme on voit plus bas, bien à ce moment-là, l'équation transformée avec chacun des paramètres de transformation ressemblerait à ce qu'on voit. Même chose pour l'hyperbole, pour la réciproque de branche de parabole. On voit que le a est en multiplication devant toute la fonction. Le c et le h sont entourés du x et sont substitués à la position de ce qui était tout le x. Donc, toute notre parenthèse de c fois x moins h, c'est ça qui substitue dans notre notation fonctionnelle, ce qui était originalement juste le x. Et le plus k se trouve à l'extérieur de tout ça. Donc, on voit notre utilisation de la notation fonctionnelle. Le c va donc être en multiplication avec le x. Et le h, il va falloir qu'on s'assure d'avoir factorisé le c, peu importe un facteur commun ou pas, pour trouver c'est quoi le bon h. Remarquez que le a, le h et le k, vous devriez les reconnaître à ce qu'on a déjà vu dans notre forme canonique de la parabole, notre équation du second degré. Le paramètre c est moins souvent utilisé à cet endroit-là à cause de la symétrie horizontale de la parabole. Toutefois, il pourrait tout à fait être ici, il pourrait tout à fait avoir des transformations associées à ça dans une parabole également. Donc, on voit qu'il faut encore faire attention à la particularité du signe du h. On a encore le x moins h. Donc, si je voyais, par exemple, x moins 3 dans la parenthèse, mon h aurait bel et bien une valeur de juste 3, pas de moins 3. Tout ça est important. Donc, en regardant la position de chacun des paramètres de transformation, on va être capable de repérer c'est quoi leur valeur. Et en connaissant ce que chacun des paramètres définit comme transformation, on va pouvoir être capable de mettre en action tout ça. Et par la suite, on va voir que ça va affecter les caractéristiques de notre fonction. Domaine image, 0, ordonnée origine, croissance, décroissance, ainsi de suite. Faites attention ici, si on regarde la formulation de ce qu'on dit au début, on nous dit pour toute fonction f de x, on peut définir l'équation de son image, qui est notée f' de x. Okay, donc un petit peu d'autre vocabulaire ici. Quand on parle de l'image, ici, on parle d'une différente, c'est un homophone si on veut, là, dans le sens que image, c'est le même mot, mais dans ce cas-ci, on parle du résultat de la transformation. Donc, si on a pris la fonction f de x, on lui a ajouté des transformations, on a obtenu f' de x. Une autre façon de définir le résultat d'une transformation, ben, c'est de donner un nouveau nom à cette fonction transformée-là. J'aurais aussi pu l'appeler g de x, ainsi de suite. C'est ce qu'on nous dit ici. Maintenant qu'on connaît nos positions pour chacun des paramètres, il va falloir réviser ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, notre paramètre A peut nous donner deux types de transformations. S'il est négatif, donc le signe du paramètre A va nous dire s'il y a eu une réflexion verticale, oui ou non. Une réflexion verticale a lieu s'il est négatif. Si
si c'était positif, il n'y aurait juste pas de réflexion verticale. Gardez en tête qu'une réflexion verticale, ce qu'on doit imaginer, c'est que si vous vous rappelez là, dans vos cours antérieurs, plus à l'élémentaire, on utilisait ce qu'on appelle un mira, le petit élément rouge. Bien, ce mira-là, si vous voulez, qui marquait notre axe de réflexion, aurait été placé sur notre axe des X, de façon à ce que ce soit les Y, donc la variable verticale, qui soit réfléchie. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça devrait avoir l'air. Algébriquement, ce que ça donne, c'est si je prends n'importe quelle valeur de Y, puis je le multiplie par moins 1, on va voir que visuellement, ça me donne une réflexion verticale. Donc, ça, c'est pour le signe du A. Mettant la valeur absolue du A. Remarquez, c'est écrit en rouge. Les barres verticales qu'on voit de part et d'autre du A, c'est ce qu'on appelle justement la valeur absolue. Et ça se trouve à être la valeur positive du nombre. Ça veut dire que le signe va être associé à la réflexion et la valeur positive du nombre va être associée à ce qu'on appelle une homothétie. Maintenant, ça se peut que ce soit un nouveau mot de vocabulaire pour certains. L'autre mot de vocabulaire, ou les autres mots de vocabulaire qui sont en lien avec une homothétie, sont l'élongation ou le rétrécissement. Peut-être que dans le passé, c'est ce qu'on vous a présenté comme mot, parce que c'est un mot un petit peu plus intuitif. Toutefois, l'élongation et le rétrécissement, ce sont les résultats de notre homothétie. Okay? Une homothétie peut faire grandir ou faire rétrécir. Ça dépend de la valeur du facteur de la valeur absolue de A. Par exemple, si mon A, sa valeur absolue est de 3, puis je fais donc x3, bien sûr, faire x3, ça fait grandir. Versus si mon A a une valeur de 1 tiers, bien, si je fais fois 1 tiers, ça fait diminuer. Donc, on voit que le résultat, c'est ça. Donc, les Y seront multipliés justement par la valeur absolue de A. Remarquez que c'est encore une fois les Y, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une homothétie verticale. Le paramètre C a les mêmes deux transformations possibles. Une réflexion horizontale. Remarquez que c'est maintenant horizontal, donc ça va affecter notre variable horizontale, qui est notre variable de X. Qu'est-ce que ça fait algébriquement? Si je multiplie un X par moins 1, on va voir que ça va se déplacer horizontalement, donc ça va être réfléchi de gauche à droite. Pour que ce soit réfléchi de gauche à droite, mon axe de symétrie doit être sur mon axe des Y. Okay. L'homothétie associée, horizontale, faites attention de bien noter ça ici. Le facteur associé, remarquez, j'utilise le mot facteur, qui implique le fait que c'est une transformation multiplicative. Je fais fois quelque chose. Bien que dans l'équation, le nombre qu'on y trouve en multiplication avec le x, c'est le paramètre c, le facteur associé à ça sera toujours 1 sur c. Par exemple, si mon c avait une valeur de 5, à ce moment-là, mes x seraient multipliés pas par 5, mais par 1/5. Si mon c avait une valeur de 3/4, la transformation, ça serait que mes x seraient multipliés par 4/3. Vous voyez la logique. Donc ça, ce sont mon A et mon C, ce sont mes transformations multiplicatives. On voit que algébriquement, c'est toutes des multiplications qui les représentent. Les transformations additives sont mes translations. Mon H me donne la translation horizontale, donc donne la possibilité d'aller d'un certain nombre d'unités, soit vers la gauche, si mon H est négatif, ou vers la droite, si mon H est positif. Horizontale, gauche-droite. Verticale, pour faire une translation verticale, c'est mon paramètre K qui va m'informer là-dessus. Encore une fois, si c'est vertical, je peux aller soit vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est d'additionner un certain nombre d'unités à soit mes X pour le H ou mes Y pour le K. Pourquoi je me suis arrêtée
particularité à parler de transformation multiplicative versus additive, c'est parce qu'il faut garder en tête que même si c'est graphique, ce qu'on est en train de faire, ce sont faire des calculs. Puis pour faire des calculs, il faut toujours suivre l'ordre des opérations, notre bon vieux PEDMAS. Donc, dans notre PEDMAS, on sait que les transformations multiplicatives viennent avant les transformations additives, le N vient avant le A. Donc, on va garder ça en tête qu'on va faire des transformations. En premier lieu, avant de pouvoir faire les transformations, il faut être capable de les décrire. Comment on va pouvoir les décrire? C'est en trouvant c'est quoi la valeur de chacun de nos paramètres. Donc, encore une fois, je vous rappelle que si on regarde ça ici, dans le fond, ce avec quoi on voudrait comparer, c'est A, qui est en multiplication avec la fonction qu'on transforme. Ici, on l'a juste appelé F. On ne sait pas encore c'est quoi qui définit ce F-là. On va le voir plus tard. Ça peut être un graphique donné ou ça peut être une équation d'une autre fonction de base quelconque. Donc, F de notre C fois, de façon factorisée, notre X moins H. Tout ça plus notre K. Donc, si on regarde ça ici, une première chose à quoi s'attarder, c'est qu'on doit s'assurer que notre C soit factorisé à l'extérieur, ou bien à l'intérieur plutôt de tout ce qui entoure le X. Donc, on voit que le C est bel et bien factorisé ici. C'est parfait parce que autrement, il aurait fallu le faire, sinon on n'aurait pas eu la bonne valeur pour notre H. Et donc, gardez ça en tête dans tout ça. Donc, si on recherche en premier lieu une valeur qui multiplie le F qui suit, on va voir que ça se trouve à représenter notre A. Et ici, s'il y a juste un négatif qui est écrit, ça veut bien sûr dire un négatif 1. Quand on évalue les transformations en lien avec le A, de même qu'avec le C, on veut regarder en deux parties. On veut regarder c'est quoi le signe, pour savoir s'il y a une réflexion ou pas, et on veut regarder c'est quoi la valeur absolue du nombre. Et donc, le nombre mis à part son signe. Donc, si on regarde le signe, on voit qu'il est négatif. Ça veut dire qu'il y a une réflexion associée au A. Puis la réflexion associée au A, c'est une réflexion verticale. Toute réflexion verticale, pour que ce soit bel et bien les Y qui changent, il faut que ce soit fait à travers l'axe des X, par rapport à l'axe des X. C'est en d'autres mots l'endroit où est-ce qu'on aurait notre axe de réflexion. Où est-ce qu'on placerait notre miracle. Maintenant, si je regarde la valeur absolue de ça, ça a une valeur de 1. Maintenant, pensons à qu'est-ce qui arrive si je fais quelque chose fois 1. On va bel et bien voir que ça n'a aucun impact d'agrandir ou de rétrécir le nombre. Donc, ça fait la même chose pour un graphique. Donc, si j'ai une valeur absolue de 1 comme facteur, je peux affirmer que dans le fond, c'est comme si je n'avais pas d'homothétie associée. Donc, si pour mon paramètre A qui a une valeur de moins 1, il n'y a aucune homothétie associée. Je vais aller chercher mon prochain paramètre. On voit que mon prochain paramètre est une valeur de C. C'est le nombre qui est en multiplication avec mon X. Ça a une valeur ici de 0,5. Une autre façon d'écrire 0,5, ça serait une demi. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Parce que c'est exact ici. Donc, comme j'ai dit, je regarde le signe en premier. On voit qu'il est positif. Si c'est positif, il n'y a eu aucune réflexion horizontale. Donc, il n'y aura pas de réflexion de gauche à droite à travers l'axe des Y. Je peux donc passer à ma valeur absolue. Donc, la valeur absolue du nombre, c'est une demi ou 0,5. Donc, je sais qu'il y a une homothétie. Ici, c'est une homothétie horizontale, vu qu'on parle du paramètre C. Donc, mon homothétie horizontale, une homothétie, c'est quelque chose de multiplicatif. Donc, je dois parler d'un certain facteur. Puis, pour trouver quel est ce facteur-là, il faut que je me rappelle c'est quoi la règle associée à ça. C'est une de nos règles spéciales à laquelle il faut faire attention. Soit que le facteur associé avec un paramètre C
pour une homothétie, c'est 1 sur C. Donc, le facteur, ça va être un facteur de 1 sur 0,5. Ça va être la valeur absolue de ça. Puis la valeur absolue de ça, ça donne 2. Regardez, 1 divisé par 0,5, 1 divisé par 1,5, ça me donne bel et bien 2. Ça veut dire que mes x ne vont pas être multipliés par 1,5, mais ils vont être multipliés plutôt par 2 quand je vais faire la transformation. Je continue. Mon prochain paramètre, c'est mon h. Remarquez que j'ai déjà la bonne forme ici, x moins h. Donc, x moins quoi? On voit que c'est 2. Pas moins 2, mais 2. Le h donne un type de transformation, une translation horizontale. Vous allez remarquer que tous les paramètres qui entourent le x agissent sur le x, puis tout ce qui n'entoure pas le x agit sur l'autre variable, donc sur le y. Ma translation, c'est pas une multiplication, c'est une addition, donc je ne vais pas parler de facteurs, je vais parler d'un certain nombre d'unités. Donc ici, j'ai 2 unités, puis je dois ajouter à ça le sens. Donc, étant donné que c'est positif, ça veut dire que je m'en vais vers les positifs. Horizontalement, si je m'en vais vers les positifs, ça veut dire que je m'en vais vers la droite. Donc, au long, vous pouvez écrire vers la droite ou ces parenthèses carrées-là, qu'on appelle des crochets. C'est une façon de dire officiellement un sens. Donc, vous pouvez l'écrire comme ça. Toute dernière valeur qu'on a ici, c'est notre K, qui a une valeur de 3. Donc, ici, j'ai une translation verticale de 3 unités. Puis ici, mon K est positif. Donc, si je m'en vais vers les positifs verticales, ça veut dire que je m'en vais vers le haut. Et voici, j'ai décrit toutes les transformations. Remarquez la formulation spécifique pour le faire. C'est important pour la communication. Une fois qu'on a ça en tête ou de façon écrite explicitement, si on nous le demande, on est en mesure de le mettre en application dans un graphique comme tel. Donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'on sache, maintenant que je connais c'est quoi mes transformations, il faut que je sache sur quoi faire mes transformations. C'est là qu'entre en jeu, si vous voulez, le f. C'est de savoir c'est quoi ce f-là, c'est quoi la fonction de départ sur laquelle on agit. Donc ici, on a un exemple où est-ce qu'on nous donne 2 possibilités. Si notre f de x avait été le graphique ci-dessous, et si notre f de x avait été notre graphique de base de 1 sur x, qu'on appelle une hyperbole. On va voir que les manipulations qu'on fait pour faire les transformations sont tout à fait les mêmes, la différence étant sur quoi on le fait. Donc, on va y aller étape par étape, en respectant notre ordre de paix de masse, comme on a discuté. Puis, j'y ajoute certaines contraintes. Donc, vous devez garder en tête qu'on veut toujours avoir le graphique de départ. Ensuite, pour ce qui est des transformations multiplicatives qui doivent avoir lieu en premier, ça ne dérange pas si vous faites les transformations du paramètre A ou du paramètre C en premier, mais j'aimerais qu'ils soient faites de façon séparée afin qu'on puisse véritablement repérer si jamais il y avait des erreurs. Et finalement, vous pouvez faire les transformations additives, les 2 translations en même temps. Donc, voilà les étapes que j'exige pour démontrer toutes les étapes. Donc, commençons disons avec le paramètre A. J'ai une réflexion verticale à faire. Vous pouvez le faire visuellement ou algébriquement. Visuellement, vous imaginez un miroir sur mon axe des X pour que la réflexion se fasse verticalement de haut en bas. Ou algébriquement, en prenant chacune des valeurs de Y, des points critiques, ou dans le fond, vous pourrez le faire avec tous les points, de façon à le multiplier par moins 1, qui est la signification algébrique d'une réflexion. Donc, ce point ici serait réfléchi verticalement ici. Ce point-là est réfléchi verticalement ici.
ce point-là est réfléchi verticalement ici. Donc, à partir de ça, étant donné que c'est une étape intermédiaire, que ce n'est pas mon graphique final, je vais utiliser des pointillés, donc un élément de communication, je vais utiliser des pointillés pour rejoindre ces points-là de mon étape intermédiaire. Donc, ça ici, ça inclut juste mes transformations de mon paramètre A. C'est une transformation multiplicative. Remarquez, regardez le Y de mon premier point que j'ai transformé avait un Y de 1. Je l'ai multiplié par moins 1. Ça m'a donné moins 1. Mon autre, Y de 4 fois moins 1, ça me donne moins 4. Mon Y ici de moins 2 fois moins 1, ça me donne plus 2. Donc, on voit que c'est bel et bien ça. Maintenant, j'ajoute la prochaine transformation. Remarquez que je vais partir de l'endroit où est-ce que je suis rendu. Donc, je suis rendu à mon dessin en rouge. Puis, je vais ajouter l'homothétie horizontale de facteur 2. C'est horizontal, ça agit sur x, puis je fais fois 2. C'est ça que le facteur 2 me dit. Donc, si je prends par exemple ce premier point-là, où est-ce que je suis rendu? Je regarde son x maintenant, parce que c'est une homothétie horizontale. Donc, le x de moins 2 est multiplié par 2, qui me rend à moins 4. Ici, le x de moins 1 multiplié par 2 me rend à moins 2. Et ici, le x de 1 multiplié par 2 me rend à 2. Et voilà, j'ai fait mon homothétie horizontale de facteur 2. On voit que bel et bien, comme résultat de l'homothétie, une plutôt élongation horizontale ici. Il me reste donc une dernière étape où est-ce que je peux faire en même temps mes translations à la fois horizontales et verticales. Donc, horizontalement, je m'en allais de 2 unités vers la droite et verticalement de 3 unités vers le haut. Donc, je vais avec mon dernier graphique où est-ce que j'étais rendu. Donc, je prends chacun des points. Si je prends ce premier point-là, je m'en vais de 2 unités vers la droite et de 3 unités vers le haut. Je fais la même chose avec mon prochain point. 2 unités vers la droite, 3 unités vers le haut. Et même chose avec mon dernier point critique. 2 vers la droite, 3 vers le haut. Maintenant, vous allez remarquer que ces points-là, je vais les joindre avec une droite pleine, pas en pointillé, étant donné que c'est bel et bien ça qui est la dernière étape de mes transformations. Et ce dernier graphique mot bleu, là, c'est ça qui représente mon f' de x, qui était le nom de ma fonction complètement transformée que je voulais tracer. Et voilà, on voit toutes les étapes et ce que ça nous donne en bout de ligne. Maintenant, on pourrait avoir exactement les mêmes paramètres de transformation, exactement ce qu'on vient d'écrire ici, mais si ma fonction de base, mon f, sur laquelle je fais agir mes transformations est différente, et bien sûr, le graphique final va être différent aussi. Ici, on nous dit de le tracer si mon f de x, c'est-à-dire ma fonction de départ, était plutôt 1 sur x, donc mon hyperbole de base. Donc, bien sûr, à la place d'avoir un graphique qui est déjà fait pour nous pour commencer, ça va être à nous de bâtir ce graphique-là. Maintenant, quand c'est vraiment nous qui le fait de A à Z, il va falloir penser à plus que juste faire le graphique. Il va falloir planifier comment placer mes axes, comment faire mon échelle, donc la graduation de celle-ci. Vous allez remarquer, j'ai déjà placé mes axes ici, je les ai placés un petit peu plus à gauche, puis un petit peu plus en bas, pour me laisser plus de place à droite et en haut. Pourquoi j'aurais fait ça? Bien, j'ai pensé à mes transformations en premier. Si ultimement, il va falloir que je me déplace vers la droite et vers le haut, bien, il faut que je considère ça avant le fait. Je me suis aussi assurée de me laisser amplement de place pour pouvoir faire, par exemple, ma réflexion verticale et mon homothétie horizontale qui donnait une élongation horizontale, vu que je multipliais par 2. Donc, c'est toutes des choses que je vais considérer. L'autre chose qui est à considérer quand on travaille avec les hyperboles, c'est qu'on sait que nos points précis utilisent beaucoup de fractions. Donc, on veut s'assurer de nous laisser assez de place pour avoir tout ça en tête.
Donc, je ne vais pas prendre une case qui vaut 1, je vais au moins prendre 2 cases qui vaut 1, ainsi de suite. Donc, c'est toutes des choses à planifier à l'avance quand vous allez faire un graphique transformé de A à Z. Donc, c'est comme ça, j'ai pensé à ça. J'ai mon axe des X, j'ai mon axe des Y. J'ai marqué pour ma communication les flèches qui sont au bout de chaque axe. Pour ce qui est de ma graduation, je ne suis pas obligée de marquer chaque case ou rien de proche de ça, mais il faut que ce soit une graduation continue sur une même axe. Donc, disons que je dis que chaque 2 cases vaut 1, mais je ne suis pas obligée de l'écrire à chaque 2 cases. Je pourrais dire, je vais l'écrire à chaque 4 cases, ou pas 4 cases, mais 8 cases. Par exemple, j'ai mon 0 ici, moins 1 ici, moins 2, moins 3, moins 4, ainsi de suite, pour continuer comme ça, puis aller de l'avant. OK, même chose ici. Je veux la même genre d'échelle verticale. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Oui, c'est vrai que tes graphiques, ça prend plus de temps à faire que juste des calculs algébriques, mais c'est quelque chose à garder en tête. OK? Donc, si je commence avec ça, la première chose que je vous suggère de faire pour ne pas l'oublier, puis c'est quelque chose qu'on oublie souvent, on sait qu'avec une hyperbole, il y a une grosse nouvelle caractéristique qui rentre en jeu ici. Puis cette caractéristique-là, c'est la caractéristique du fait qu'il y a des asymptotes. Vous devez tracer les asymptotes, autant les asymptotes de départ que les asymptotes lorsqu'il y a des transformations. Donc, l'asymptote de départ verticale est à x égale 0, mon asymptote sur mon axe des y, et mon asymptote sur mon axe des x, qui est à y égale 0. Donc, remarquez, là, je vais m'assurer d'être vraiment précis. Donc, je le mets exactement sur mon axe, pas à côté, même s'il y a des gens qui me disent « Ah, ben madame, ça ne paraîtra pas ». Prenez-vous un surligneur pour vous assurer qu'on le voit. OK? Puis, que c'est bel et bien au bon endroit sur la ligne ici. OK? Et n'oubliez pas non plus d'écrire l'équation associée à chacune. C'est ça qu'on a besoin pour que ça soit tout à fait complet. Donc, ça c'est y égale 0, puis ça c'est x égale 0. Donc ça fait partie, c'est mes droites imaginaires qui sont mes asymptotes vers laquelle ma courbe va tendre, va se rapprocher sans jamais y toucher. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ma courbe de départ. Comment je fais ça? Je fais mon tableau de valeur dans ma tête. OK, pas besoin de l'écrire. Si pour commencer, vous sentez que vous avez besoin de l'écrire, vous pouvez le faire un petit peu. Essayez d'aller un petit peu plus vite que ça. Donc, comment je fais ça? Je pense à mon équation. Je sais que mon y, c'est 1 sur la valeur de x que je vais entrer. Vous pouvez commencer avec un domaine de moins 3 à 3. Donc, si je commence à moins 3, un x de moins 3 me donne un y de 1 tiers. Donc, je vais placer ce point-là. Mon x de 2 donne un y de 1 demi. Mon x de 1 donne un y de 1 sur 1, donc 1. Mon x de 1 demi donne un y de 1 sur 1 demi, donc de 2. 1 tiers donnerait 3. Un x d'un quart donnerait 4, ainsi de suite. Vous pouvez vous en faire à ces points-là pour commencer. Donc ça ici, ça se trouve être mon graphique de base, c'est mon f de x. OK? Donc c'est ça que je veux utiliser, sur quoi je vais faire mes transformations. Je fais la même chose, je ne peux pas juste faire une de mes parties de mon graphique parce que ça ne couvre pas tout mon domaine, il faut que j'aille couvrir mon domaine dans l'autre sens aussi. Donc, si je fais mon moins 3, dans mon équation, ça me donne mon moins 1 tiers, mon moins 2 me donne mon moins 1 demi, mon moins 1 me donne moins 1, moins 1 demi donne moins 2, moins 1 tiers donne moins 3. Voici. Donc, voici mon f de x maintenant avec lequel je vais commencer.
Donc, je commence avec ça. J'ai en ce moment aucune transformation. Je vais les ajouter de la même façon que je les ai ajoutés auparavant avec mon autre exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence. Donc, je vais commencer par faire ma réflexion verticale. Si je veux aller dans le même ordre, là, mon paramètre A, qu'est-ce qui se passe? Je vais réfléchir chacun de mes points verticalement, donc de haut en bas. Donc, ce Y-là de 1 tiers s'en vient à moins 1 tiers. Ce Y-là de 1 demi s'en vient à moins 1 demi. De 1 s'en vient à moins 1. De 2 s'en vient à moins 2. Ainsi de suite. Donc, chacun de mes points sont réfléchis. C'est une étape intermédiaire, je la fais en pointillé. Je vais vous remarquer ici que la réflexion, qu'elle soit verticale ou qu'elle aurait été horizontale, n'a pas affecté la position de mes asymptotes. Okay? Si je fais la réflexion, imaginez-vous le miroir en question, vous verrez que ça ferait exactement le même graphique. Okay? Donc, il faut garder ça en tête. Si jamais j'avais eu seulement ça comme transformation, ça n'aurait pas affecté cette caractéristique-là. Maintenant, on ajoute à ça. On en a d'autres caractéristiques, d'autres transformations. Donc, la prochaine transformation, c'est une homothétie horizontale de facteur 2. Donc, je multiplie tous mes x par 2. Je vais un à la fois. Donc, si je prends par exemple le x qui était ici, à moins 3, je le multiplie par 2, il va être rendu à moins 6. Il garde la même valeur de y. Le x qui était à moins 2, je le multiplie par 2, il va être rendu à moins 4. Le x qui était à 1, je le multiplie par 2, il va être rendu à moins 2. Le x qui était à 1 demi va être multiplié par 2, il va être rendu à 1. Le x qui était à 1 tiers va être multiplié par 2, va être rendu à 2 tiers. Et je fais la même chose avec mon autre partie de la courbe. Remarquez encore une fois que les asymptotes n'ont pas été affectés par ça. C'est pas parce qu'on les a oubliés, c'est parce que si par exemple je prends mon asymptote qui est la seule qui a une coordonnée x, qui est l'élément qui est en train de changer ici, x égale 0, si je fais 0 fois 2, ça reste 0. Donc c'est pas que je l'ai oublié, c'est juste que ça n'a pas d'effet sur son résultat. Maintenant, il me reste notre dernier type de transformation qui sont nos deux translations, horizontale et verticale. Donc, pensons à ceci. On veut translater toutes de 2 unités vers la droite et de 3 unités vers le haut. Il faut se poser comme question, qu'est-ce que ça va changer? Bien sûr, ça va changer chacun des points de où est-ce qu'on est rendu, mais ça va aussi à ce moment-ci transformer la position des asymptotes. Le x égale à 0, qui est mon asymptote vertical, bien, il va falloir qu'on lui ajoute 2 unités. Si je fais 0 plus 2, à ce moment-là, je m'en vais de 2 unités vers la droite avec mon asymptote également. Comparativement, quand je faisais mon homothétie puis fois 2, ça ne changeait rien. Pour mon asymptote horizontal de y égale 0, bien, 0 plus 3, ça fait changer. Donc, mon asymptote horizontal va maintenant être 3 unités verticales plus hautes. Donc, quand vous faites vos translations, c'est la première chose que je vous suggère de tracer, c'est vos asymptotes. Remarquez que ce sont justement les seules transformations qui auront changé les asymptotes de place. Remarquez que je regarde mon échelle, donc y égale 0 monté à y égale 3. Pas juste 3 cases, mais 3 unités selon mon échelle. Et puis ma translation horizontale déplace mon asymptote horizontal de 2 unités vers la droite. Je vais bien sûr ajouter à ça les nouvelles équations. Donc ici, c'est maintenant y égale 3. Puis ici, c'est maintenant x égale 2. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est déplacer chacun de mes points, un à la fois, qui ont été translatés. Donc, je monte ici de 3 unités vers le haut avec ce point-là et de 2 unités vers la droite. Ça va m'amener ici.
Et je vais faire la même chose avec chacun de mes points. Ce point ici, je vais monter de 3 unités vers le haut et de 2 unités vers la droite. Donc, 3 unités vers le haut, assurez-vous de suivre l'échelle de votre graphique. On va juste y aller avec les cases, puis ainsi de suite pour chacun des points. On va regarder ce que ça donne. Vous allez remarquer que je vais le tracer dans une courbe continue, étant donné que c'est mon graphique final. Et voilà, notre courbe en mauve ici, c'est donc mon f' de x, qui était l'image avec toutes les transformations depuis ma fonction de base de f de x, qui était une hyperbole. Donc, vous allez remarquer, oui, je l'avoue, faire des graphiques d'hyperbole qui ont plusieurs points critiques, ça prend plus de temps que d'autres, mais la méthode est tout à fait la même. Gardez en tête que dans un graphique d'hyperbole, automatiquement, on doit ajouter la caractéristique des asymptotes. Un dernier exemple. Donc, dans la question précédente, on nous donnait nos paramètres de transformation à l'intérieur d'un f' de x par rapport à un f de x. Ici, on voit qu'on nous donne directement une équation complètement transformée. Ce n'est pas h de x en fonction d'un f de x quelconque. Ici, on voit que la fonction qui est transformée est déjà présente dans l'équation qu'on nous montre. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui a de particulier dans cette équation-là, et on voit qu'on a la racine carrée. Donc, étant donné que c'est une racine carrée qu'on voit, on sait que la fonction de base ici, ça serait notre réciproque de branche de parabole. Donc, ce sur quoi on va transformer, c'est notre y égale la racine carrée de x. Si on regarde ça ici, puis on ajoute tous nos paramètres de transformation, bien notre nouvelle fonction, l'ensemble de tout ça doit être multiplié par un a. Autour du x, on doit avoir une multiplication par c. Puis, de façon factorisée, on doit avoir le x moins h. Puis, à l'extérieur de tout ça, on doit avoir le plus k. Donc, si on compare ce qu'on veut rechercher à ce qu'on a avec des valeurs, la première chose qu'on devrait s'apercevoir, c'est que notre c n'est pas encore factorisé à l'intérieur de ce qui entoure le x. Donc, c'est la première chose qu'il va falloir vérifier pour qu'on aille chercher la bonne valeur de chacun des paramètres. Si je n'avais pas fait ça ici, j'aurais pu croire que le h a une valeur de moins 12, alors que ça a bel et bien une valeur de plus 4. En comparant ce qu'on a à notre forme avec les paramètres, je peux donner la valeur de chacun des paramètres. Donc, j'ai un a de moins 1,5, j'ai un c de moins 3, j'ai un h de 4 et j'ai un k de 1. Donc, même si je ne demande pas de décrire toutes les transformations, à partir de ça ici, on est en mesure de les faire et d'y penser. Le a ici est à la fois négatif, donc il y a une réflexion verticale, et a une valeur multiplicative de 1,5 qui donne une homothétie verticale de facteur 1,5. Le c est à la fois négatif, qui donne une réflexion horizontale, et a une valeur absolue de 3. Faites attention, le facteur associé, c'est pas fois 3, mais fois 1 tiers. Il faut faire attention à ça. Le h, 4 unités vers la droite, le k, 1 unité vers le haut. Les deux étant des translations, soit horizontales et verticales. Mais avant de pouvoir appliquer toutes ces transformations-là, il faut bien sûr qu'on trace notre fonction de base. Donc, je commence par tracer l'équation la plus simple de y égale racine carrée de x. On s'est pratiqué à tracer ça. Donc, mon premier x possible, c'est 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Remarquez que j'ai pensé ici dans ma planification à mon échelle. J'ai pensé à mes homothéties, à mes réflexions, mes translations, tout ça que je devrais avoir. Et ça va affecter quelle graduation j'ai choisi. Donc ça ici, ça serait mon graphique de base sur lequel je vais commencer à faire mes transformations. Pour ma communication ici, j'ai ajouté certaines équations de dire où est-ce qu'on est rendu. Donc, je fais mes transformations de A.
Donc, j'ai une réflexion verticale et une homothétie verticale de facteur 1,5. Je peux faire les deux en même temps. Donc, mon 0 ici, on voit que même si je fais fois n'importe quoi, ça ne changera pas. Donc, ce point ici va rester comme il est. Le prochain point ici, si je fais mon Y réfléchi verticalement, ça me ramène à moins 1 fois 1,5. Ça me ramène à moins 1,5. Ici, mon 2 réfléchit à moins 2 fois 1,5. Ça me ramène à une valeur de moins 1. Donc, c'est comme l'équivalent que si j'avais fait tout de suite mon Y fois moins 1,5. Je fais la même chose avec mon Y de 3. 3 fois moins 1,5, ça donne moins 3,5, donc moins 1,5. Remarquez qu'à ces valeurs-là, les X n'ont pas changé parce que c'était toutes des transformations verticales que me donne mon paramètre A. Donc ici, si je regarde quelle équation j'étais rendue à écrire, bien c'est l'équation où est-ce que j'ai ajouté ma valeur de mon paramètre A. Je continue, mon paramètre C. Mon paramètre C, si on se rappelle, une réflexion horizontale et un facteur d'homothétie de pas 3, mais bel et bien fois 1/3. Donc, c'est toujours fois 1 sur C que je fais. Donc, ici, même mon X qui a une valeur de 0, fois n'importe quoi, ça ne changera pas. Mon X ici qui a une valeur de 1 va être multiplié par moins 1 pour la réflexion et par 1/3 pour l'homothétie. Ça me ramène tout ici. Mon X de 4 va être réfléchi à moins 4 et multiplié par 1/3, donc moins 4/3. Donc, c'est moins 1 et 1/3. Remarquez justement que mon échelle a été conçue en termes de tiers. C'est ça que je parle dans ma planification de l'échelle. 9, réfléchi à moins 9 fois 1/3, ça finit à une hauteur de, pas une hauteur, mais une distance de moins 3. Donc ça ici, ça me donne ma fonction transformée qui inclut à la fois mon paramètre A, vu que j'ai commencé par ça, et mon paramètre C, qui a une valeur de moins 3. Il me reste qu'une étape minimum qui contient mes deux translations. Donc, on voit qu'avec mon H, je dois me déplacer de 4 unités vers la droite. Et avec mon K, verticalement de 1 unité vers le haut. Donc, je vais tout de suite faire ça. Avec chacun de mes points critiques. Donc, 1, 2, 3, 4 vers la droite et 1 vers le haut. Remarquez ici qu'il faut faire attention à l'échelle, encore une fois. Donc, on peut placer chacun de nos points suivants, comme ça, en faisant le même raisonnement. Une autre chose à garder en tête pour la translation, c'est que la translation ne change aucunement la forme de ce qu'on a. Ça veut dire que l'écart entre les points reste le même. Donc, c'est une autre façon, à la place de translater chaque point, je peux dire je vais translater un premier point, puis ensuite je vais garder la même forme, le même écart entre chacun de mes points, vu que la forme n'a pas changé. Et voici, ça me donne l'équation finale qui s'appelait mon h de x. Je pourrais juste laisser h de x vu que j'ai la définition plus haut. Mais on pourrait aussi nous rappeler que c'est celle qui contiendra absolument toutes les transformations. C'est supposé d'être un moins 4, je vais le changer. Toutes les transformations qui étaient données par les paramètres qu'on avait établis plus tôt. Et voici comment on fait des graphiques avec des transformations.